Bonsoir. Dans l'affaire du drame survenu à l'hôpital de Louga, le président Macky Sall dit avoir appris avec la plus grande tristesse le décès de Mme Astou Sorna à l'hôpital de Louga. Le président Macky Sall a transmis ses condoléances émues à la famille de la défunte. Ce message du président aurait été publié sur le réseau social Snapchat, très populaire parmi les femmes sénégalaises. Le président déclare avoir instruit les autorités compétentes de faire toute la lumière sur les causes du décès afin de situer toutes les responsabilités. Aucun manquement ne sera toléré, a ajouté le chef de l'État, qui dit avoir à cœur le secteur de la santé et insister tous les jours sur l'amélioration de la prise en charge des populations. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a rendu sa démission ce matin à l'ouverture du Conseil des ministres. Le président Ouattara a accepté la démission de M. Achi et annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre dès la semaine prochaine. Rappelons que Patrick Achi n'a occupé le poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire que depuis le mois de mars de l'année dernière. Le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le colonel Doumbouya, somme les compagnies minières étrangères de construire des usines sur place pour un partage équitable des revenus des ressources naturelles du pays. Pour des détails, voici Gilles Dicot. Lors d'une rencontre avec les représentants des compagnies minières étrangères en Guinée, le colonel Doumbouya n'a pas mâché ses mots. Il a indiqué qu'il est temps de mettre fin à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité. Plusieurs conventions mentionnent le raffinage sur place. Ces engagements sont lettres mortes aujourd'hui. Pour ce faire, j'instruis le gouvernement de faire une évaluation des conventions par des cabinets spécialisés de manière à rétablir l'équité des relations entre vos sociétés et la République de Guinée. Face aux industriels, le colonel Doumbouya a déclaré que la transformation du minerai sur place devient incontournable. C'est un impératif sans délai. Il a indiqué la procédure à suivre. Je vous demande de revenir auprès du ministre des Mines et de la Géologie avec des propositions, un projet, un chronogramme précis de construction de raffineries d'alumine en République de Guinée. Le gouvernement n'hésitera pas à prendre ses responsabilités pour rétablir l'équilibre. La Guinée possède environ 7,4 milliards de tonnes de bauxite, les plus importantes réserves mondiales de ce minerai entrant dans la fabrication d'aluminium, essentiel dans les industries automobiles ou alimentaires. Elle en est aussi le deuxième producteur mondial, mais les retombées de l'extraction de la bauxite en Guinée ne sont pas visibles. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. Le non-respect des conventions et les lacunes des textes en vigueur posent des problèmes aux autorités, mais l'homme fort de la Guinée a annoncé des sanctions pour les compagnies qui ne respecteraient pas les délais imposés. Malgré certains efforts, le Nigeria a une représentation des femmes dans les postes politiques et électifs qui posent problème. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja. La politique nationale du Nigeria sur l'égalité des sexes stipule que 35% des postes dans la fonction publique devraient être réservés aux femmes. Les groupes de femmes locaux n'ont cessé de prôner une plus grande représentation des femmes dans les postes publics et de nomination. C'était un choc pour moi lorsque j'ai reçu la nouvelle, parce que nous avions pensé que cela n'arriverait jamais, ou encore moins avoir un verdict en notre faveur dans cette affaire. Mais merci à Dieu pour son aide, tout s'est bien passé comme on le souhaitait. Le mois dernier, les femmes nigérianes ont manifesté pendant plusieurs jours devant le Parlement à Abuja suite à la décision des deux chambres du Parlement de voter contre l'adoption de 5 projets de loi en faveur de l'égalité des sexes.
La Haute Cour fédérale d'Abuja a donc décidé de la mise en application immédiate de la politique nationale sur l'égalité des sexes. Il n'y aura plus de discrimination. La représentation des hommes ne doit plus être moins de 35%, ainsi que celle de femmes. C'est désormais différent de ce qu'on a vécu depuis des années où vous aviez par exemple dans un conseil d'administration une seule femme sur 12 membres, tous hommes. Ou encore dans les nominations aux postes ministériels au sein du gouvernement, il n'y a que des hommes. Les femmes et les filles représentent près de la moitié de la population totale du Nigeria, mais sont largement sous-représentées sur la scène politique nationale. Depuis quelques semaines, nous avions mené un combat pour l'adoption du projet de loi sur l'égalité entre les sexes. Nous avions présenté 5 projets de loi, mais l'Assemblée nationale d'abord a rejeté tous les projets de loi et le Sénat aussi avait ses propres réserves, provoquant ainsi la colère pour quelque chose qu'on croyait être simple. Malgré la politique nationale sur l'égalité des sexes exigeant que 35% des postes publics soient attribués à des femmes, la représentation des femmes au Parlement fédéral, notamment le Sénat avec 109 membres et la Chambre des représentants avec 360 membres, seuls 29 sont des femmes, soit 6% du total. Le sujet reviendra devant les députés et sénateurs nigérians quand ils voteront à nouveau sur 3 des 5 projets de loi sur l'égalité des sexes rejetés. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. La riposte contre le choléra a été lancée au Cameroun à travers une campagne de vaccination de plusieurs jours dans 3 des 4 régions les plus affectées du pays. Des femmes, des hommes et même des enfants atteints de choléra et pris en charge à l'hôpital du district de Tiko. Ils ont été répartis dans 3 blocs selon leur niveau de déshydratation. Nous sommes environ à 410 cas suspects reçus dans notre centre de traitement à Tiko. 8 sont décédés. Parmi les 8, 6 sont décédés à l'hôpital, 2 sont décédés dans la communauté. Une des causes de ces décès, l'arrivée très tardive de ces patients au centre de traitement. Dans ce bloc, la plupart des lits sont encore occupés. Plus de 78 patients y ont été admis en urgence depuis le début du mois d'avril. Regardez sous les lits, il y a des gens qui ont des seaux sous leur lit. Ce sont des patients du plan C, des patients qui sont arrivés avec des signes de sévère déshydratation. Nous les avons internés au bloc C et certaines personnes arrivées à l'hôpital en état de choc. Ces cas que nous recevons, la plupart proviennent des quartiers de Moutengene, Lukumba, du tronçon Tiko-Douala, Misselele. Voici le village Misselele, l'un des foyers de choléra dans l'arrondissement de Tiko. Plus de 200 habitants vivent ici dans des conditions d'insalubrité. Marie, une résidente, nous conduit à son domicile. À l'entrée, de l'eau de javel dans une bouteille pour se laver désormais les mains au savon. Nous n'avons pas de l'eau potable, nous n'avons pas les toilettes et l'espace est sale. Il y a les porcs qui vont partout, font leur sel partout. Je pense que c'est pour cela que nous avons le choléra ici. Face à l'accroissement des cas suspects de choléra, le gouvernement a initié 6 jours d'une campagne de vaccination. Le plus haut fonctionnaire de l'État à Tiko, le sous-préfet de la ville, a tenu à prendre lui aussi le vaccin pour convaincre plusieurs à en faire autant. Au niveau de Tiko, les populations sont déjà presque suffisamment sensibilisées. Mais comme nous avons des difficultés structurelles, surtout en ce qui concerne les points d'approvisionnement et même de l'eau, parce que l'eau, nous n'avons pas suffisamment de l'eau, donc en quantité et en qualité, ça pose un problème. Donc, nous sommes à pied d'œuvre pour essayer, dans quelle mesure, faire en sorte que les quelques points où les populations s'approvisionnent soient traités et que les populations soient sévrées, c'est-à-dire couper la chaîne de transmission. Je pense que nous allons pouvoir braver cette épidémie. Tiko est en épidémie de choléra depuis le 29 janvier. La campagne de vaccination massive a ciblé près de 39 000 personnes, d'après les responsables sanitaires. Emmanuel Julta pour VOA Afrique,
Tico. Au Rwanda, les autorités cherchent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'une des stratégies pour atteindre cet objectif est de financer notamment la conversion électrique des mototaxis, le moyen de transport public le plus répandu de la capitale Kigali. Evode est un conducteur de mototaxi à Kigali. Un jour, il a décidé d'amener son engin ici pour le transformer. Et depuis, il revient régulièrement pour recharger ses batteries, car sa moto, autrefois vorace en carburant, est désormais électrique. Je suis passé à une moto électrique car je voulais réduire mes dépenses d'essence dont les coûts ne cessent d'augmenter. J'ai aussi réduit les coûts d'entretien. Avant, j'allais tout le temps au garage. Avec une moto électrique, ce n'est plus le cas. La conversion de sa moto a été rendue possible par la Rwanda Electric Motors. Cette compagnie a déjà converti 80 mototaxis et en a mis 200 flambants neufs sur le marché. Selon le PDG de la compagnie, Donald Kabanda, remplacer du carburant par des batteries électriques très économiques pour les conducteurs. Une batterie électrique peut parcourir jusqu'à 60 000 km et coûte 900 francs rwandais. Si vous comparez ça avec un litre d'essence, il coûte environ 1000 francs rwandais et ne couvre que 35 km. Donc économiquement, c'est avantageux pour les motards. Même si la motivation des conducteurs est avant tout économique, ces motos électriques participent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Soutenu par l'ONU, le gouvernement rwandais a lancé le projet de réduire ses émissions de 16% d'ici 2030, convertir 30% des mototaxis en engins électriques avant cette échéance. Vladimir Poutine a bouleversé des décennies de paix, de stabilité relative en Europe, avec son invasion non provoquée de l'Ukraine. Les experts disent à la Voix de l'Amérique que c'est un leader idéologique axé sur le retour de la Russie au statut de superpuissance perdu lors de l'effondrement de l'URSS. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1952. En 1975, il rejoint le service de renseignement étranger russe, le KGB, et a été en poste en Allemagne avant d'entrer en politique. Fin 1999, le président russe Boris Eltsine démissionne au milieu d'un scandale, faisant de Poutine le président par intérim en échange de l'immunité contre les poursuites. Poutine tient depuis lors les rênes du pouvoir à Moscou, remportant de multiples élections de plus en plus considérées comme truquées, contournant les limites de mandat et emprisonnant ou tentant de tuer ses principaux opposants politiques, comme l'explique Michael Kimmage du German Marshall Fund. Il y a un long dossier de journalistes et d'agents du renseignement et d'autres qui ont été assassinés, on suppose, sur ordre de Poutine, ou du moins sur ordre de ses subalternes. Poutine cultive une image hyper masculine de force et d'autorité omnisciente. Cela correspond à son style de leadership idéologique, soutient le professeur de psychologie Samuel Hunter, affirmant à la VOA que ce type de leader regarde vers le passé. Donc ils parleront d'une époque où les choses allaient mieux. Ils parleront d'un moment d'y retourner si vous voulez me suivre en tant que leader. Puis nous reviendrons à cette époque où nous avions plus d'influence, de pouvoir et de force. Et donc Poutine en est un excellent exemple. Vladimir Poutine veut que la Russie soit à nouveau traitée comme une superpuissance, raconte Angela Stent de la Brookings Institution. Et il pense que le reste du monde devrait traiter la Russie comme si c'était l'Union soviétique. Il ne veut pas restaurer l'Union soviétique, mais il veut être traité comme une grande puissance dont les opinions sont respectées et où les gens craignent en quelque sorte la Russie et acceptent que la Russie ait droit à la sphère d'influence dans son voisinage. Michael Kimmage est du même avis. Je pense qu'à ses propres yeux, il est vraiment un patriote russe. Donc, il y a un engagement qu'il a envers le passé russe et envers la grandeur russe, qui est une force motivante. Et certainement, le désir de pouvoir est un fil conducteur. Son attirance pour le KGB en premier lieu, en tant qu'institution puissante. Bien qu'il ait engagé les troupes russes dans des conflits brutaux, le lancement par Poutine d'une invasion à grande échelle de son voisin l'Ukraine en a surpris plus d'un. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.